Bienvenue ici même en cette très jolie salle du Palais du Gouvernement dans le cadre du livre Sur la place pour une nouvelle rencontre littéraire en rapport évidemment avec cette actualité littéraire, cette rentrée littéraire, avec les trois invités suivants qui, encore une fois, viennent de publier un nouveau roman dont on va parler et des romans qui se répondent vraiment les uns les autres comme vous allez pouvoir le découvrir. Tout d'abord, honneur aux hommes pour une fois, voilà. Bonjour à vous, Martin Winkler. Vous avez signé en cette rentrée les histoires de Franz aux éditions POL. Et vous voyez, je suis très bien entouré. Brigitte Giraud, bonjour. Vous venez donc, vous, de faire paraître Un loup pour l'homme aux éditions Flammarion, que je n'ai pas avec moi, hélas. Et toujours aux éditions Flammarion de l'autre côté, Alice Zéniter. Petit problème technique de circulation, voilà. Alice Zéniter, qui elle aussi, chez Flammarion, vient de signer L'Art de perdre, un titre quelque peu ironique, en sachant que vous venez de remporter le prix des libraires de la ville de Nancy il y a quelques instants. Voilà. Heureuse, Alice ? Oui, c'est la réponse la plus originale du monde, hein, mais quand on me demande alors heureuse, un prix, qu'est-ce que ça fait ? Je suis très heureuse. Voilà, on va évidemment évoquer ce livre qui est aussi en lice pour le prix Goncourt, également, c'est le cas du livre de Brigitte Giraud. Alors, ce qui vous lie tous les trois aujourd'hui, au-delà de la simple question romanesque, c'est un pays. C'est évidemment la France, mais c'est aussi un autre pays qui est au cœur de vos trois livres, c'est l'Algérie. Et avant qu'on évoque vraiment chacun vos ouvrages, j'aimerais savoir quel est le lien biographique que vous entretenez ou que vous avez avec ce pays. Alice. J'aurais préféré pas commencer, mince. Mon lien biographique, il est à la fois très simple et très compliqué, c'est-à-dire que mon père est originaire d'Algérie. Il est arrivé en France quand il était encore enfant. À la fin de la guerre, et c'est un pays dans lequel je n'étais jamais allée avant d'y partir par mes propres moyens il y a 6 ans. Donc c'est à la fois une présence et une absence dans ma vie. Brigitte. Bonjour. Moi, je suis née en Algérie. Je suis née à Sidi Bel Abbès, qui est une ville dans l'Oranais, pas très loin d'Oran. Par un hasard que j'explicite dans ce roman. Mon père a été appelé et ma mère l'a rejoint, ce qui fait que je suis née là-bas. Je suis partie très tôt, donc je n'avais pas de mémoire objective, simplement une mémoire du corps et des sensations. Je suis retournée en Algérie en 2010, aussi par mes propres moyens, pour là vraiment explorer davantage ce pays-là. Martin Winkler. Alors, moi je suis né en Algérie. Toute ma famille est née en Algérie. Et j'en suis parti probablement au même âge que votre père. Enfin, j'avais 6 ans, j'en suis parti en 61. Et j'y suis jamais retourné. Et ce qui m'a beaucoup touché, beaucoup frappé, c'est que c'est plutôt ce que la France, comme pays, a gardé des traces de la guerre d'Algérie sans jamais en parler. Donc c'est plutôt à ça que je m'intéresse, c'est-à-dire à tout ce qui est ici, qui parle de la colonisation et de la guerre, mais qui n'est jamais raconté. Alors, cette histoire, vous l'aviez déjà racontée dans un premier volume des Histoires de France, Abraham et Fils, puisque c'est un cycle romanesque que vous nous proposez, mais qu'on peut tout à fait lire indépendamment. Donc, Martin Winkler, on vous connaît depuis bien longtemps, à la fois comme médecin emblématique, on vous a découvert aussi comme romancier évoquant la question de la médecine, notamment avec la maladie de Saxe. On peut citer encore d'autres romans comme Le cœur des femmes. Vous êtes aussi un grand connaisseur des séries télévisées, ça a aussi une importance par rapport au moment, quelqu'un qui a donné toutes les clés théoriques sur celle-ci. Non, il y a des gens qui ont fait ça beaucoup mieux que moi avant, ils m'ont appris, mais je ne suis pas celui qui a donné les clés. Vous avez été un vulgarisateur, en tout cas, voilà. Oui, d'accord, mais enfin, je veux dire, il y a même des collègues dans la salle qui sont tout à fait, voire plus compétents que moi, donc je ne voudrais pas usurper ça.
Vous êtes trop modeste, Martin Winkler. Bon, en tous les cas, ces histoires de France, on peut les lire dans cette rentrée. Tout simplement, je rebondis juste par rapport au titre. Qui est Franz ? Alors Franz, c'est un garçon dont la mère était kabyle et est morte pendant la guerre d'Algérie, et le père est un Français, enfin un Juif d'Algérie devenu français par ses grands-parents. Et quand en 1961 son père et sa mère, enfin son père est menacé par l'OAS, il décide de partir, sa mère meurt juste avant, il s'en va, ils s'en vont tous les deux, et donc il voyage avec son père et se retrouve dans une petite ville de Beauce, qui s'appelle Tillier, qui est une ville imaginaire, mais qui est la copie conforme de la ville où j'ai grandi, qui s'appelle Pithiviers. Et là, il va habiter dans une maison qui a une histoire, et il va, en fait, ça va devenir un garçon qui va réexplorer l'histoire récente de la France au travers à la fois des lieux dans lesquels il vit et aussi des gens à qui il va être confronté. Et comme il a perdu sa mère, mais il ne se souvient pas comment, parce qu'il était dans l'explosion qui a tué sa mère, et il a perdu lui-même la mémoire. Il va réexplorer cette histoire un peu à son corps défendant, parce qu'il y a des gens qui vont lui en parler, parce que lui-même il va se poser des questions. Et il va aussi se poser des questions sur qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce qu'on considérait que l'Algérie c'était la France à une époque, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que ce pays qui est allé investir et coloniser des régions lointaines. Et dans les histoires de France en particulier, il va rencontrer des jeunes gens qui sont eux-mêmes issus de cette colonisation. Et il va se mettre à réfléchir comme adolescent à qu'est-ce que c'est que vivre dans un pays colonial qui a encore les séquelles du colonialisme en lui. Franz, ça ressemble quand même un peu à France, quand même. Oui, alors au départ, Franz, il s'appelle Franz parce que c'est un prénom que j'aime bien et parce que sa mère l'a appelé Franz parce qu'elle aime beaucoup Franz Kafka. Et il se trouve qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était involontaire de l'appeler Franz. Voilà. Donc quand le premier roman Abraham et Fils s'appelait, d'ailleurs ça s'appelle Abraham et Fils, c'est pas Abraham et Franz, j'y pensais pas du tout. Quand j'ai commencé à écrire le livre, j'étais dans le courant de l'écriture, et j'ai pensé au suivant. Comme évidemment c'était un roman qui allait parler d'histoire au sens large, mais aussi des histoires que ce garçon invente et écrit, très naturellement le titre est devenu l'histoire de Franz. Et évidemment j'étais très content d'avoir un titre qui était polysémique et qui disait des choses avant même qu'on ait ouvert le bouquin. C'est quand même quelque chose sur quoi je travaille beaucoup, les titres de mes livres ou des articles ou des nouvelles. Comme les anglo-saxons qui très souvent choisissent un titre qui est très très polysémique, qui peut être lu de différentes manières, c'est quelque chose sur quoi je travaille. Là, il se trouve que ça tombait vraiment bien, mais je n'ai pas fait exprès. Tant mieux. Voilà. Alors, au-delà de ce personnage, il y a donc sa famille, ses proches, qui eux aussi sont véritables, de véritables vecteurs pour nous parler de la France. C'est eux de la fin des années 60. Alors oui, c'est un peu le boulot de l'auteur de faire des personnages qui racontent quelque chose dans son histoire. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit, on essaye. Le projet, le projet de longue haleine, c'est de faire finalement grandir ce personnage et de lui faire ouvrir les yeux sur une époque et un pays sur lesquels moi-même j'ai pas pu ouvrir les yeux parce que j'avais pas les outils. Là, je lui souffle les outils et je lui souffle aussi un entourage qui va l'éclairer sur son environnement. C'est-à-dire c'est une manière de réexplorer la période où j'ai été enfant, où j'ai grandi, mais avec des outils que je n'avais pas à l'époque. Alors évidemment, je mets sur son chemin des personnages qui vont l'aider à regarder le monde autour de lui. Il va rencontrer un vieux monsieur qui est un ancien aviateur allemand de la Première Guerre mondiale, qui va lui parler de la Première Guerre mondiale. Il va rencontrer un homme un peu plus jeune qui est un GI de la Seconde Guerre mondiale, qui va lui, etc. Et puis il va rencontrer aussi des enseignants, et il va rencontrer des jeunes gens de son âge, dont un frère et une sœur qui s'appellent Serge et Caroline. Et Serge est un garçon qui est né en Afrique. Et Caroline, qui est sa sœur, est née en Indochine.
Et ils sont tous les deux les enfants d'un même père qui a été mercenaire, etc. Et alors, quand il les rencontre, il dit « Moi, ma mère était kabyle », et Caroline lui dit « À nous trois, on a tout l'empire colonial français ». Et ça leur permet d'essayer de réfléchir à ça. Donc, évidemment, quand on met des personnages sur le chemin du personnage principal, ça lui permet aussi soit de faire des choix, soit d'explorer des choses auxquelles il n'aurait pas pensé auparavant. Alors, j'allais dire, à travers ces différents personnages, vous portraitisez véritablement la France de cette fin des années 60, les idéologies, les bouleversements sociétaux, et nous-mêmes, comme lecteurs, on peut mettre en parallèle ces bouleversements sociétaux avec ce qui s'est passé un petit peu avant, notamment dans le tome 1 du livre. On peut les mettre naturellement en parallèle. Oui, parce que je crois qu'il y a des choses qui se répètent. Comment dire ? L'histoire se répète, non pas parce qu'on n'apprend pas du passé, mais parce que les problématiques des peuples et les problématiques des individus et les problématiques des États sont un peu toujours les mêmes. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la souveraineté d'un État? Qu'est-ce que c'est que la nationalité d'un peuple? Qu'est-ce que c'est que de se sentir menacé par des gens qu'on perçoit comme étant étrangers, alors que un peuple pur, ça n'existe pas. Je veux dire, l'humanité, elle vient... toute l'humanité descend du même noyau d'humanoïdes qui sont nés dans le rift au milieu de l'Afrique. Donc on a tendance un petit peu toujours à répéter le même type de conflit, le même type d'erreurs de jugement ou d'erreurs d'appréciation, à ceci près qu'aujourd'hui on peut partager du savoir pour être bête moins longtemps. Alors c'est ça que j'essaye de faire dans le livre, c'est-à-dire d'essayer de me rendre moins bête en essayant de comprendre l'époque que j'ai traversée sans la comprendre, et en espérant que l'éclairage que je fais pour moi, parce que quand je l'écris, c'est pour m'éclairer moi-même, je vais aller chercher des informations de façon à ce que mes personnages en sachent plus que moi, et j'espère que les lectrices et les lecteurs eux-mêmes vont en tirer quelque chose qui va aussi les intéresser. Vous montrez également les porosités culturelles, évidemment, entre les cultures françaises et algériennes, mais aussi entre la culture britannique et la culture française. Oui, alors, bon, ça c'est... J'ai eu beaucoup de chance, j'étais un enfant privilégié. Mon père voulait qu'on parle anglais, mon frère et moi, très tôt. Il nous a envoyés tous les étés, un mois, à Londres. Avec une association, on prenait des cours d'anglais le matin, on allait visiter la Tour de Londres, Madame Tussaud, etc., l'après-midi. Et il est évident qu'en dehors même du fait d'aller à Londres, on apprend une langue, on s'immerge dans une culture. En plus, moi, c'était les années 60, donc je veux dire, les années 60, c'était intéressant. Alors, ça a été assez riche, en effet. Et puis, effectivement, ce contraste entre la culture française, qui était ce qu'elle était dans les années 60, et l'ouverture extrêmement riche de la culture et de la contre-culture en Angleterre ou aux États-Unis, c'est quelque chose qui ouvre les yeux d'un adolescent ou d'un préadolescent et d'un adolescent. Alors c'est aussi ça que j'ai voulu mettre dans le livre, c'est comment on s'ouvre au monde, non seulement au contact de jeunes gens qui viennent d'ailleurs et qui arrivent en France et qui vous apportent leur culture et leurs propres interrogations, mais aussi quand on sort de chez soi et qu'on va ailleurs et qu'on est confronté, qu'on est soi-même immergé dans un monde extrêmement différent. Encore une fois, on a parlé beaucoup du fond, de ce que vous mettiez à proprement parler dans le livre, dans la France que vous décriviez, mais aussi, insistons, c'est un roman. J'allais presque dire, il y a presque des romans en quelque sorte, et j'aimerais bien que vous nous parliez aussi on va utiliser un gros mot littéraire, le dispositif narratif utilisé dans ce livre, et de la manière que vous avez de ne pas nous raconter une histoire, mais de nombreuses histoires. Vous avez 6 heures devant vous ? On va essayer d'accélérer. Alors, d'un point de vue général, je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui écrivent des livres. Je fais en sorte de ne pas faire la même chose à chaque fois, parce que si je fais une deuxième fois ce que j'ai fait avant, je vais m'ennuyer. Et puis surtout, j'aurai l'impression que j'apprends rien. Donc, chaque fois que j'écris un livre, j'essaye de trouver une forme qui correspond aux propos intérieurs du livre.
le premier roman du cycle, Abraham et Fils, racontait l'histoire du père et du fils avec 2 récits parallèles. Un récit qui était le récit vu du point de vue de Franz lui-même, et puis un récit qui était un récit vu du point de vue d'un autre narrateur, dont on connaît l'identité qu'à la fin du livre, parce que précisément il y avait 2 personnages, donc il y avait 2 narrations. Dans celui-ci, il y en a beaucoup plus, parce qu'à un moment donné, d'abord, l'environnement de ce garçon s'élargit, mais aussi parce qu'il s'agit d'une histoire plus compliquée, parce que c'est plus simple quand on est enfant que quand on devient adolescent et jeune homme. Alors j'ai essayé de trouver un dispositif qui me permettait d'introduire beaucoup de points de vue différents pour parler de ce garçon, de son père, de sa mère, de sa sœur. Et j'ai trouvé une forme que je ne vous donnerai pas parce que ce serait, ce serait un peu vous dire qui est l'assassin, vous voyez, bon. Qui est une forme qui est parfaitement plausible, mais qui est, comment dirais-je, qui permet à la fois d'expliquer ce qu'est ce garçon et tout ce qui n'est pas dit dans la vie de ce garçon et de son père et de sa famille, mais aussi qui permet de comprendre ce que sera le 3e roman du cycle, parce que j'aime bien laisser les choses en suspens avec des points de suspension. Et donc voilà, c'est une forme très particulière comment vous dire, c'est une forme de récits enchâssés les uns dans les autres, mais qui est tout à fait logique, enfin qui correspond à quelque chose qui existe physiquement. Vous comprendrez ça en lisant le bouquin, si vous voulez le lire. Chaque chapitre est comme un épisode, en quelque sorte. Oui, chaque chapitre est comme un épisode, mais c'est comme aussi un épisode qui est commenté. Si vous voulez, c'est comme une série, mais dont il y aurait quelqu'un qui ferait le commentaire en même temps que ça passe. Mais ça correspond aussi à quelque chose qui n'est pas de l'ordre du sériel et qui est... Voilà, qui est un petit... Et ça, c'est aussi ce qui m'a permis d'écrire le livre, parce qu'autrement, je ne savais pas par quel bout le prendre. Quand j'ai compris comment j'allais faire, j'ai pu l'écrire. Ce cycle, combien de livres comptera-t-il? A priori. Je sais pas, moi. Au début, je pensais que ce serait une trilogie. Maintenant, je pense que ce sera un pentateuque. Voilà, non, je pense qu'il y en aura probablement 4 ou 5. Probablement 5. Après, je passerai à autre chose. Mais étant donné que j'ai décidé de suivre le père et le fils, l'idéal, ce serait que je suive le fils jusqu'à ce qu'il ait l'âge qu'avait le père quand l'histoire commence. Enfin, quelque chose comme ça, que ça boucle un peu le cycle. Alors, je ne sais pas encore. Je sais ce qu'il y aura dans le 3e. Je ne sais pas encore ce qu'il y aura dans le 4e et dans le 5e, mais je pense que ce sera quelque chose, voilà, j'aime bien que les choses soient bouclées. J'aime pas les séries qui s'arrêtent au 19e épisode parce qu'elles ont été annulées par la chaîne. Moi, j'aime que les gens ils aient prévu leur 7 saisons, qu'ils finissent la saison et que voilà. Hein, j'aime que la fin de The Good Wife ce soit comme le début de The Good Wife parce qu'ils avaient prévu ça depuis le début. Donc j'aimerais bien faire ça aussi. Bon, en tout cas, on peut lire la saison 2 sans lire la saison 1. On peut lire la saison 2 sans la saison 1 parce que je veux pas que les lecteurs soient obligés de lire le premier pour comprendre le second. Donc je vais m'arranger toujours pour que les livres puissent être lus individuellement. Mais si on veut lire les 5 dans l'ordre, on a le droit aussi. Voilà. Alors voilà, découvrez ces histoires de Franz, histoires au pluriel, donc de Martin Winkler chez POL. On évoquait ces questions de relations père-fils, les relations générationnelles, les relations filiales. Elles sont évidemment aussi au cœur du roman d'Alice Zeniter, L'art de perdre, donc aux éditions Flammarion. Alice Zeniter, je crois que vous avez signé votre premier roman à 16 ans, me semble-t-il. Voilà, vous étiez donc une sorte de petit génie. Une sorte d'adolescente. C'est tout simplement quand on a 16 ans. Voilà, c'est ça. On vous a vraiment découvert après avec un autre roman qui s'appelle Sombre Dimanche, qui a eu le prix du livre Inter il y a quelques années. Donc vous êtes romancière, vous êtes issue de cette grande école, je crois qu'on appelle l'école normale supérieure, quelque chose comme ça. Oui, mais c'est 4 ans de ma vie, ça n'a pas modelé mon être. Je trouve ça ahurissant que ce soit une donnée qui revienne tout le temps dans les bios. Personne ne dit par exemple que j'ai fait 7 ans de solfège, ce qui a été beaucoup plus long que mon passage à l'école normale supérieure, ou que j'ai nagé le papillon. Vous jouez d'un instrument, puisqu'on parle musique là, non? Beaucoup moins bien que vous, Baptiste, mais j'ai fait un peu de piano aussi.
Bon, c'est très gentil, nous on jouera tout à l'heure. Bref. Alors, Alice Zeniter, donc L'art de perdre, donc aux éditions Flammarion, livre très remarqué en cette rentrée. Là, il ne s'agit pas de relation père-fils, mais là, de grand-père, père et fille, pour citer 3 personnages, 3 axes de votre roman. Pourriez-vous juste nous présenter ces 3 personnages de manière très générale pour qu'on ait quelques repères sur votre roman? Je peux essayer, et puis après, si je m'étends trop longuement, il faudra me couper. Ouais, voilà. Le grand-père Ali, c'est un paysan kabyle qui s'est enrichi dans la culture de l'olive. C'est un homme qui vit au sommet de la montagne, dans un monde qui est minuscule. Finalement, le monde se réduit au sommet de la montagne, à la famille, et il est rythmé par le temps de l'olive. C'est donc un personnage de l'Algérie coloniale, colonisée, et de l'Algérie qui va basculer dans la guerre. Guerre pendant laquelle Ali va faire certains choix qui ne sont pas forcément tout à fait des choix et qui vont donc conduire la famille à devoir quitter le pays en 1962. Le fils aîné d'Ali, Hamid, c'est donc un gamin qui naît dans cette Kabylie, à jouer dans le torrent, à ne pas aller à l'école, etc. Et qui va en fait voir son enfance assez radicalement bouleversée et amputée par ce départ en 62, par le fait qu'il va ensuite donc grandir dans des camps de transit et de reclassement qui sont censés être provisoires, mais où il va passer ses premières années, avant d'être envoyé dans une cité HLM de Basse-Normandie. Et Hamid fait partie de ces enfants qu'on peut voir aujourd'hui énormément aux informations quand on voit les familles de migrants, c'est-à-dire c'est les enfants qui sont en train de devenir les parents, c'est les enfants qui comme ils sont scolarisés, ont un accès à la langue, et qui donc comprennent le pays où ils arrivent mieux que les parents et qui n'ont plus d'enfance. Ce sont des petits traducteurs et des petits adultes. Et Hamid, de sa rencontre avec Clarisse, va avoir une fille, enfin 4, et une de ses filles est Naïma. Et Naïma est une jeune femme parisienne contemporaine qui travaille dans une galerie d'art, qui prend des cuites avec ses copains et qui n'a jamais eu plus de curiosité que ça pour l'Algérie, jusqu'à ce que une exposition autour d'un vieux peintre algérien plus ou moins ex-héros de l'indépendance l'amène à traverser la Méditerranée et à se demander pourquoi elle pense justement qu'elle la retraverse. Qu'est-ce qui vous a amené à vous poser ces questions sur ces 3 générations de personnes issues de l'Algérie? Parce que je pense que c'est une... Je pense que l'histoire est... Ça va être une phrase très étrange, et je ne sais pas si elle aura l'air profonde ou extrêmement débile. On va rebondir dessus, vous inquiétez pas. Je pense que l'histoire est un long processus, et que le roman peut se permettre justement d'aller aborder l'histoire en l'étalant sur plusieurs générations de personnages et en permettant en fait de faire comprendre cette longueur, non pas sous la forme d'une frise chronologique, mais par la peau, par la transmission, par ce qui se répète et ce qui se perd d'une génération à l'autre. Et je pense que traiter du sujet de la colonisation, de la guerre ou de l'immigration en France, ça se comprend mieux quand on voit la longueur du processus et à quel point chaque génération est à un endroit différent dans ce temps long. Quel a été le déclic pour ce sujet? Qu'est-ce qui vous, j'allais dire, soudain, en vous êtes dit, ça c'est un bon sujet, j'ai vraiment quelque chose à dire? Est-ce que c'est l'actualité récente ou pas? En fait, l'idée d'écrire sur ça, c'est pas quelque chose qui a eu un déclic. C'est quelque chose qui s'est construit, une envie qui s'est construite pendant des années. Je pense, moi, c'est au début de ma vingtaine que j'ai commencé à me dire que quand même, j'arrivais d'une histoire familiale tellement bourrée de silence qu'un jour, il serait quand même intéressant que j'essaye de les combler. Et sans savoir exactement sous quelle forme, je m'étais dit aussi peut-être c'est une recherche qui n'intéressera que moi, qui sera un document que je ferai pour la famille, pour mes sœurs.
Et puis, il y a eu toute une succession de choses où j'avais l'impression que cette histoire n'arrêtait pas de m'envoyer des signes. Je suis partie en résidence à Manosque pour écrire mon livre précédent, Juste avant l'oubli. Une fois que j'arrive à Manosque, c'est à ce moment-là que mon père trouve bon de me révéler qu'en fait, la famille a été en camp juste à côté et qu'il connaît hyper bien la région, ce que je ne savais absolument pas, parce que moi j'avais juste entendu une phrase extrêmement, un euphémisme magnifique qui est: quand on est arrivé, on est resté quelque temps dans le sud avant d'aller en Normandie, mais j'avais jamais su que ça désignait des camps. J'ai plutôt pensé que c'était un pique-nique ou des vacances. Donc voilà, il y a eu ça, je me dire, ok, donc j'arrive dans un endroit qui est censé être un endroit un peu professionnel où je dois écrire, et je m'aperçois que c'est un pan de mon histoire que je connais absolument pas. Quelques mois plus tard, je fais une nouvelle autre résidence, et un vieux monsieur arrive et m'apporte en fait des recueils de poèmes en me disant, je voulais vous les donner comme vous écrivez aussi, et je m'aperçois qu'en fait c'est son journal intime d'appelé en Algérie, entièrement en alexandrin, assez boiteux. Mais donc voilà, cet homme me confie cette mémoire de son temps passé en Algérie. Enfin, je me dis, bon, là, vraiment, c'est comme si l'Algérie venait frapper à ma porte elle-même. Et puis je lis le livre de Nicole Lapierre il y a 2 ans et demi, Sauf qui peut la vie, où elle conclut en parlant donc après avoir parlé de l'histoire de sa famille très particulière, du suicide, etc. Elle conclut en parlant des migrants et en disant il faudrait un jour qu'un écrivain parle des migrants comme Homère parlait d'Ulysse dans l'Odyssée. Il faudrait une épopée des migrants au lieu de juste donner des nouvelles sur eux ou de les présenter comme des gens malheureux. Mais alors, quand on fait ça, on développe en eux que le côté victime, ils sont en 2 dimensions. Il faudrait rappeler le courage que c'est de partir, de réinventer une vie. Et il faudrait rappeler aussi à quel point ce temps est long, comme Ulysse se perd tant de fois avant de retrouver Ithaque. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de faire. Ce que cette femme est en train de raconter, c'est ça la forme que doit prendre le résultat de mes recherches. Je ne veux pas faire une enquête personnelle qui ne concernerait que moi. Je ne veux pas faire un arbre généalogique que je pourrais mettre sur mon mur. Je veux faire une épopée qui arrivera jusqu'à aujourd'hui et qui sera compréhensible et intéressante pour le plus grand nombre. Cette idée, voilà, c'est ce que disait Martin aussi, cette idée de pouvoir donner des outils, de donner à comprendre, d'éclairer des parties du monde et de le faire comme un grand champ qui traverse les âges. Vous avez utilisé le mot chant. Rappelons vraiment qu'il s'agit d'un vrai, et on l'évoquait tout à l'heure avec Martin Winkler, un véritable ouvrage de fiction qui n'est pas du tout dans la thèse ou quoi que ce soit, parce que chacun de vos personnages a une histoire singulière, parfois étonnante, et ça vous prenez vraiment garde, notamment par exemple dans le cas du grand-père. Moi je le trouve particulièrement riche. Même dans sa jeune vie, elle a été très, très compliquée, et remuée et remuante. Oui, je ne sais pas à quel épisode de sa jeune vie vous faites allusion en particulier. Sa vie amoureuse notamment. Oui, pas tant que ça, parce qu'il a répudié sa première femme, parce que... Notamment. Non, mais évidemment, il y a cette envie de construire des personnages qui en plus d'une position qui est éclairante et qui peut amener aux autres personnages un avis, etc. Cette envie de construire des personnages qui est une sorte de chair et des bizarreries ou des. C'est essentiel, c'est le travail du romancier, ça. C'est ça. Et donc de me dire bon. Parfois des idées de scène me venaient et je me disais mais je la ferai exister que si je trouve ce qui pourra donner la vie au personnage. Sinon c'est juste piquer une page de livre d'histoire et puis transformer 2 informations en dialogue avec rétorqua-t-il et dit Michel. Et donc voilà, j'ai vraiment laissé aussi au personnage le temps de mûrir en moi et de devenir non pas des fantômes porteurs de l'histoire, mais des gens, la grosse glaise des gens.
L'une des grosses réussites de l'art de perdre, c'est justement cet équilibre entre les histoires individuelles de vos personnages et, j'allais dire, ce qu'ils représentent et ce qu'ils nous apprennent sur tout un pan d'histoire. Comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez fait de très très nombreuses recherches. Franchement, quand le romancier est en train de faire son manuscrit, à quel moment se dit-il, là, le dosage est bon entre la documentation, avec tous les éléments historiques nécessaires pour qu'on ait des clés, et la fiction? Pour moi, ça a été un joyeux bordel. Je dois l'avouer. Je ne sais pas comment ça a été pour vous deux, mais moi, au début, je m'étais dit, de manière un petit peu comme ça, sérieux, division du travail. Il y aura d'abord un temps de recherche. J'ai ma pile de livres. J'ai vérifié qu'en plus, du coup, c'était des sources qui pouvaient se recouper ou se contredire. Enfin, j'ai bien pioché dans les différents historiens pour être sûr de ne pas adopter le point de vue d'une mouvance, etc. Donc je vais lire ça, et puis après, nourri de tout ça, je commencerai à écrire. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y avait vraiment des choses... Il y avait vraiment des choses qui faisaient que j'étais obligée de lâcher un livre d'histoire pour aller commencer à écrire, et puis des choses un mouvement inverse, et notamment sur toute la première partie, où je me rendais compte soudain que j'étais en train de construire une scène de famille, et que j'avais aucune idée des aliments que pouvait bien manger cette famille dont j'étais en train de parler en 1931 en Kabylie. Donc, bon... abandon de l'écriture, retour aux recherches, et finalement, je pense que c'est ce mouvement de va-et-vient qui fait que le livre c'est aussi tellement étendu dans le temps. Enfin, c'est le plus gros livre que j'ai écrit, et je pense que ça venait de ça aussi, en fait. Du coup, et la recherche et l'écriture se nourrissaient, et puis pour que la recherche prenne moins de place, je commençais à écrire toutes les parties à la fois, parce que la partie 1 demandait beaucoup de recherche, et donc quand j'avais plus le cœur d'en faire, alors je commençais à écrire la partie 3, parce que je peux décrire les rues de Paris aujourd'hui sans avoir à faire un Google Maps, donc ça changeait totalement de pratique d'écriture, et dans la journée, j'avais l'impression d'avoir fait 10 activités différentes, alors qu'en fait, j'avais passé 10 heures à écrire le même livre. J'y pense. Qu'est-ce qui signifie ce titre, L'art de perdre? L'art de perdre, c'est un extrait d'un poème d'Elisabeth Bishop que j'aime énormément, et qui est un poème dans lequel elle raconte à la fois avec humour et en même temps avec une tristesse que je trouve déchirante, le fait que finalement, une histoire de vie, c'est une histoire de perte, qu'on perd chaque jour quelque chose, ses clés, ses cheveux, et puis qu'on perd la personne qu'on aime, qu'on perd la maison où on a grandi, qu'on perd un pays, une rivière où on se baignait, et qu'il ne faut pas s'émettre dans l'art de perdre. Et moi, je me disais, mais l'histoire de cette famille, c'est ça, c'est la perte aussi à toutes ses échelles. C'est-à-dire perdre l'Algérie au moment du départ de 62, c'est perdre un pays entier, c'est perdre un statut social, mais c'est aussi perdre des choses minuscules qui finalement 60 ans plus tard vont revenir, et on s'étonnera que ce soit ça qui revienne. C'est Yéma, la grand-mère, qui dit « Non mais j'ai laissé mes bijoux et mes robes aux sœurs de ton père, et elles sont moches, et je suis sûre qu'elles les ont toujours moins bien portées que moi. » Et c'est ça qui l'emmerde, 60 ans plus tard, dans sa cuisine HLM, c'est ça qui l'emmerde, de savoir que c'est une femme moche qui a porté sa tabzite. Et voilà, et la perte, elle se situe à différents niveaux comme ça, et il faut apprendre à perdre et à laisser derrière pour que la vie puisse continuer en étant un mouvement et une force, et pas une sorte de rétention glaciale et paralysante. L'art de perdre, donc, d'Alice Zeniter, d'édition Flammarion, lauréat donc du prix des libraires de la ville de Nancy 2017. Vous avez par ailleurs eu le prix d'un célèbre quotidien, on peut nommer Le Monde, il y a quelques jours, et donc en lice pour le prix Goncourt, finaliste. C'est donc le point commun avec Brigitte Giraud, qui d'ailleurs avait déjà été honorée, je crois, dans le passé par le même jury Goncourt, pour le Goncourt de la Nouvelle, pour un épatant recueil qui faisait référence à une chanson de Dominique A, je crois. Voilà.
Oui, c'est par hasard si je citais ce chanteur que vous-même vous avez édité, puisque vous avez créé notamment une collection La Forêt, une collection qui me plaît beaucoup. Voilà, vous avez signé de nombreux romans, et donc en cette rentrée chez Flammarion, donc vous publiez Un loup pour l'homme. Ça me rappelle, j'ai quelques petits souvenirs de classe de terminale sur une célèbre citation, je crois. L'homme est un loup pour l'homme. Qu'est-ce qui signifie ce titre ? On pose justement la question du titre avec Alice Dignitaire. Une citation de Hobbes qui a été reprise par d'autres philosophes. Donc là, je ne garde que la fin, un loup pour l'homme, et on verra quand on arrive à la troisième partie du livre qu'évidemment c'est un titre à prendre de façon symbolique, mais qui est à prendre aussi quasiment au pied de la lettre. Et j'ai eu l'idée du titre en écrivant une scène dont je ne peux pas parler parce que c'est la scène qui permet au livre d'avoir un point de tension d'un bout à l'autre, une scène qui se passe dans la forêt, donc on n'en parlera pas davantage. Mais l'idée, c'est que, en effet, l'homme serait un loup pour l'homme. Il y a beaucoup d'animaux dans ce livre également, mais l'homme pourrait être celui qui sauve l'homme aussi. Et ce qui m'intéresse dans ce roman, c'est de mettre en scène des personnages qui mettent en œuvre l'idée de sauver l'autre. Vous montrez à la fois la monstruosité humaine et au contraire, encore une fois, une sorte de grande générosité, en tout cas de plusieurs personnages et l'un en particulier. Justement, ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un lien avec l'Algérie, notamment celle des années 60. Justement, dans votre roman, qu'est-ce qui se passe en Algérie ? À quel moment précisément on se situe ? Alors, on se situe, donc c'est un livre, je vais le dire tout de suite et très simplement, c'est l'histoire de mon père, c'est l'histoire de ma mère et c'est l'histoire de ma naissance dans ce pays. Naissance fortuite, puisqu'a priori, je n'aurais pas dû avoir de lien avec ce pays. Mon père est appelé, il a une vingtaine d'années, en 1960, comme une grande quantité de jeunes Français à ce moment-là. Il est appelé pour partir en Algérie. Il ne savait pas, évidemment, à l'époque que c'était une guerre, puisque personne ne le savait, et surtout pas les jeunes gens qui étaient appelés. Il se fait réformer une première fois parce qu'il est plutôt très fragile et très maigre. Il se fait réformer une deuxième fois et la troisième fois, il est obligé de partir. Mais il sent immédiatement que ça ne va pas être possible de tenir une arme. Donc il demande à l'armée, pendant ses classes, qu'il a fait d'ailleurs dans cette région, je crois entre Bar-le-Duc, ça ne doit pas être très loin d'ici, il demande de faire une formation d'infirmier parce qu'il se sent plutôt du côté de celui qui va soigner. Donc, c'est la raison pour laquelle ce livre se déroule entre l'année 60 et 1961, puisque c'est le temps où il fait ses classes, où il part, où, bon, je ne dis pas ce qui se passe évidemment à la fin, et c'est le moment aussi où ma mère, ils viennent de se marier, et elle accomplit quelque chose que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à m'expliquer, dont je suis assez admirative. On parlait d'Ulysse à l'instant, mais moi je vais parler de Pénélope, c'est-à-dire qu'elle rompt le syndrome de Pénélope. Elle n'est pas, en 1960, la femme qui va attendre que son mari rentre ou ne rentre pas, qu'il rentre sans savoir dans quel état. Et elle fait quelque chose, elle quitte son appartement, elle quitte son travail, elle prend un billet d'avion et elle fait ce que ne faisait aucune femme à ce moment-là. Elle débarque là-bas. Alors, elle débarque en Algérie, elle prend un petit meublé tout près de l'hôpital militaire dans lequel mon père a été affecté, ce qui est quelque chose, en effet, d'assez gonflé, qu'on peut voir d'une façon très romantique et ça peut faire très envie vu de loin. Mais j'ai essayé d'imaginer quel état de panique dans lequel a dû être mon père quand il a vu qu'elle débarquait, parce que rien ne pouvait l'arrêter. Donc c'est un acte d'amour très fort, un acte féministe avant l'heure très fort, mais je trouve aussi que c'est une façon de venir imposer une personne, une vie, et de venir, intégrer ou imposer du féminin dans ce monde masculin. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. D'autant qu'elle est dans un état très particulier. Ah oui, elle est dans un état très particulier parce qu'elle est enceinte. Voilà. Et au moment, les pages s'ouvrent, et je suis contente d'être en présence de Martin Winkler, s'ouvrent sur deux jeunes gens sur une Vespa. On est en mars 1960. Elle sait qu'elle est enceinte, c'est la panique. Et là, elle a un choix, ils ont un choix très fort à faire. Et elle n'imagine pas
qu'elle peut garder cet enfant, parce qu'elle a peur évidemment que cet enfant n'ait pas de père. Donc ils partent sur la Vespa à Genève pour rencontrer un médecin qui est censé faire ce qu'il faut pour supprimer l'enfant, mais le médecin suisse a cette parole assez extraordinaire que j'ai fantasmée, qui n'est sans doute pas la vraie parole. Elle lui dit: mais vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous avez un mari, très bien, donc il n'y a aucune raison d'interrompre cette grossesse. Et donc le père, lui, n'ose pas, se sent tout petit sur sa chaise, il est traversé par la honte. Et donc le médecin va avoir cette phrase extraordinaire, enfin que je trouve extraordinaire: si toutes les femmes de soldats avaient avorté, la terre serait dépeuplée. Voilà, et le livre s'ouvre de cette façon. Alors Brigitte Giraud, donc on découvre à travers le personnage de votre père, je vais volontairement la formule avec des guillemets, encore une fois, ce qui passe réellement dans cet hôpital, et où il va découvrir une facette, j'allais dire, très particulière de la nature humaine, avec, il faut le dire, quelques brutes épaisses qui débarquent là-bas. Alors oui, il y a des brutes épaisses, parce que chez les hommes, il y a des brutes épaisses, mais chez les hommes, il y a des personnes qui sont extrêmement ni épaisses ni brutes, mais très, très humaines et très comment dire, élégante, séduisante, et c'est aussi ce que j'aime chez les hommes. Ce qui me fascine, et ça fait pas mal de livres que je tourne autour de ces questions-là, c'est le rapport au masculin, à la virilité ou à la virilité impossible. Alors quand je dis virilité impossible, pour moi c'est quelque chose qui est assez noble, parce que ce qu'on pourrait imaginer comme une virilité normale, ce serait tenir un fusil, partir en patrouille, imaginer ce que peut être l'ennemi, avoir envie de le dégommer et se faire une fierté que d'avoir dégommé cet ennemi. Ce serait ça, l'idée de qu'est-ce que c'est que d'être un homme. Ce livre pose aussi cette question. Et puis il y a d'autres hommes, donc c'est le personnage d'Antoine, mon père, qui lui arrive dans cet hôpital militaire et qui se sent tout de suite très proche des blessés, et celui qui va prendre contre lui, donc on est dans un rapport au corps quotidien et au rapport aux soins, un rapport d'empathie, Et donc là, par rapport à la virilité, on est dans quelque chose qui m'a beaucoup intéressée du point de vue de l'écriture, parce qu'on n'est pas forcément habitué à voir des hommes entre eux il y a des massages qui sont effectués, il y a évidemment des soins très doux, il y a beaucoup de douceur. Voilà. Et puis par ailleurs, ils sont obligés de partir sur le terrain pour tout à coup ramasser les gars, comme je les appelle, qui sont tombés dans une embuscade. Donc là, faire très vite, on part à fond la caisse, on a la Légion qui accompagne devant, le Laftrac derrière, 3 ou 4 véhicules à fond de train, et là, on ramasse les corps ou les blessés sur le terrain, on les ramène et on essaye de les sauver. En fait, c'est un livre qui parle vraiment de cette idée de sauver la vie à tout prix. Et parmi tous ces hommes brisés, il y en a un qui sera particulièrement important dans cette histoire. Alors, il y en a un qui s'appelle Oscar, qui est un jeune homme qui vient d'Auvergne, on va l'apprendre assez vite, qui a une jambe amputée et surtout qui ne parle pas. Et Oscar, Antoine, les deux, il va y avoir un rapport de fascination entre ces deux jeunes gens qui ont 22-23 ans. Et l'idée de mon père, en fait, d'Antoine, c'est de sortir petit à petit Oscar de son mutisme, de l'aider à retrouver la parole et de l'aider petit à petit à tenir à nouveau debout. Donc c'est la symbolique évidemment de l'homme debout, mais je crois que j'y ai même pas pensé en écrivant. C'est vraiment l'idée de la mission. Et petit à petit, on comprend que celui qui va vouloir sauver l'autre n'est pas celui qu'on croit. C'est-à-dire grâce à cette mission de redonner vie et humanité à ces hommes blessés, c'est finalement Antoine qui va se rendre compte que son destin l'a amené en Algérie dans ce conflit, peut-être pour avoir la révélation du soin qui va être l'élément de sa vie peut-être le plus important. Et ce qui m'a vraiment fait écrire ce livre, entre 1000 choses, je voulais écrire ce livre avant que mon père meure, en fait. Donc il y avait une espèce d'urgence. Ça faisait 20 ans que ce livre était là, que j'y pensais. Mais ce qui m'a aussi fait écrire, c'est que je me demandais comment il a pu faire pour être au même moment, pour devenir père, c'est-à-dire être près de cette femme qui
qui donnait la vie à un enfant, et être au quotidien, de côtoyer la mort, de côtoyer la souffrance et la douleur. Et je me disais que pour quelqu'un de 20 ans, je me rends compte aujourd'hui que j'ai un fils qui a 20 ans, comme c'est petit, comme c'est fragile, comme c'est vulnérable. Je me dis comment est-ce qu'il a fait pour la journée être à l'hôpital, ou alors avec les gars de la chambrée, les gars de l'hôpital, pour être dans des gestes. Et puis les gestes du soin sont des gestes qui sont extrêmement passionnants. Et pour rentrer le soir au studio chez ma mère et ne jamais lui dire de ce qu'il a vécu dans la journée. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il va se laver les mains en rentrant pour se laver du sang qu'il n'a pas toujours sur les mains, parce que la plupart des journées, il n'y a pas vraiment de sang sur les mains, mais c'est vraiment l'idée de prendre sa douche, de se décontaminer, et puis de sauter aussi ce sable qu'il a dans la bouche en permanence, ou dont il imagine qu'il est dans sa bouche en train de le posséder. Voilà, comment on est entre la vie et la mort. Et ça me permettait aussi de faire un livre qui est évidemment un livre politique, parce que je voulais dire des choses qui me paraissent essentielles sur l'idée quand même de cette grande manipulation, que la plupart des Français, je le remarque, plus ça va, et les jeunes gens et les moins jeunes gens, et personne en fait en France ne sait exactement quels ont été les enjeux de ce conflit. Alors, livre politique, donc, livre aussi, comme son titre l'indique, sur la nature humaine, l'homme, mais aussi l'homme sur la question de la virilité, de la masculinité. On parlait évidemment du travail de l'écriture tout à l'heure avec les deux autres invités. J'ai une question toute bête. Brigitte Giraud, quand on se lance dans un livre qui se passe 1960, 1961, est-ce qu'on se pose des questions de langue? Quelle est la langue juste pour parler de cette période-là? Dois-je utiliser ces mots d'époque ou au contraire prendre ceux d'aujourd'hui et en ajouter un petit peu? Voilà, comment on travaille cette langue quand elle est en rapport avec une époque bien déterminée? C'est une vraie question passionnante parce qu'elle a été au cœur de l'écriture. C'est un livre que j'écris au il ou au elle, c'est-à-dire que je ne prends pas en charge au je un personnage. Donc ça permet une écriture. J'avais besoin d'être à distance. J'ai écrit aussi à hauteur d'homme, c'est-à-dire que je ne voulais pas que le lecteur en sache davantage que ce que Antoine découvrait au quotidien. Je voulais qu'on découvre les lieux, les événements, les rumeurs, les infos, tout ça en même temps que lui. Ce qui veut dire que le champ va s'ouvrir petit à petit. Et au niveau de la langue, on est dans plusieurs langues. Il y a la langue de la radio qui arrive, qui apporte certaines infos, la langue de la rumeur qui traverse les couloirs de l'hôpital, la langue des gradés qu'il faut réinterpréter, la langue des blessés, c'est eux qui vont raconter ce qui s'est passé sur le terrain, ce qu'ils ont vu, donc faire la part du vrai et du faux. C'est un livre qui parle aussi beaucoup de relations entre la vérité et le mensonge. La langue, alors là, une langue très, très, très importante, qui est celle des lettres qui arrivaient depuis leur famille restée en France, donc les parents qui écrivaient, mais qui ne voulaient pas vraiment savoir ce qui se passait sur le terrain, et puis surtout les réponses que faisaient les appelés, qui consistaient à faire en sorte que leur famille ne s'inquiète pas. Donc personne n'a vraiment parlé. C'est quand même une période qui a été suivie d'un long silence. Et puis cette langue des années 60, moi, c'est une langue que j'ai fantasmée aussi, puisque mais au travers des photographies, notamment en noir et blanc, que mon père a pu me montrer, ou de ce qu'il a pu me raconter. Par exemple, je sais au moment où ils se sont rencontrés avec ma mère, c'était un concert de Bill Haley en 1960 au Palais d'Hiver de Lyon, en 1956, je ne sais plus, au Palais d'Hiver de Lyon. Donc je me dis qu'il y a un rapport aussi du rock'n'roll, de ces époques-là, des blousons noirs, des chaînes à vélo. Il y a cette langue, on entend des chansons à la radio, on entend Dalida, on entend Eddie Mitchell, il y a quelque chose, il y a un rapport avec Johnny Hallyday. Il y a toutes ces langues qui viennent aussi au travers d'une époque assez insouciante. On est dans ces 30 glorieuses qui avancent comme ça, ce rouleau compresseur soi-disant paisible. Je fais des lapsus qui sont... On peut faire des lapsus à tous les mots par rapport à cette période, ce qui veut bien dire que la langue est à double tranchant. Décidément. Voilà, Un loup pour l'homme de Brigitte Giraud aux éditions Flammarion. Comme le temps avance, il me semble normal maintenant de vous laisser la parole. Si vous avez des questions à poser à nos invités,
questions, interrogations, quelles qu'elles soient. On a encore quelques minutes. N'hésitez pas. Monsieur, je vous apporte le micro. Madame Zeniter, je me permets de vous poser une question, bien que ne vous ayant pas lu, mais je vous ai entendu ce matin sur France Inter. Et je voulais vous poser la question de, pour vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire « harki » et qu'est-ce que ça veut dire quand on est en Kabylie ? C'est quelque chose que j'explique dans le livre, notamment au début de la deuxième partie de L'Art de perdre. Harki, c'est le dévoiement total d'un mot pour moi. On pourrait écrire, j'ai écrit un livre sur le destin d'une famille, mais en fait on pourrait écrire un livre sur le destin d'un mot. Un harki, à la base, c'est un membre d'une arca. Donc c'est un membre d'une unité militaire faite d'indigènes et affiliée à l'armée française. Il est extrêmement étrange qu'au fil des années, ce mot ait été employé pour désigner les harkis, quand bien même il n'en serait plus, pour désigner les familles des harkis, quand bien même celle-là n'aurait jamais porté l'uniforme, et que ce mot ait fini par être purement et simplement un synonyme de traître. Moi, quand je lis dans le dictionnaire que harki est un adjectif qui désigne les enfants et les petits-enfants des harkis, et que donc il devrait me désigner moi, je me dis, mais à quoi ça sert que les mots aient un sens si même le dictionnaire commence à raconter n'importe quoi? Le fils d'un tailleur n'est pas tailleur, le cousin du boulanger n'est pas boulanger. Donc la petite fille d'un ancien harki n'est pas une harki. Et moi j'ai grandi en sachant que ce mot, pour beaucoup, pour certains immigrés algériens en France, même pour des Français qui n'avaient pas de lien avec l'Algérie, et pour les Algériens en Algérie, était une insulte. Et donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, quoi, que le mot, et il y a quelques années encore, je l'ai entendu dans une chanson de rap, sans aucun lien avec la guerre d'Algérie, vraiment utilisé comme dans une liste d'insultes, fils de chien et harki. Et j'ai écrit L'Art de perdre, je pense aussi, pour remettre le mot à sa bonne place et pour désigner le nombre fou d'endroits dans lesquels il est employé à mauvais escient. D'autant que ce que tu disais l'autre jour, et on a eu une conversation autour de ces questions-là, ce que tu disais, ce qui est très juste, c'est que harki, c'était parfois aussi devenir harki, comme devenir appelé, comme devenir plein de choses, c'était aussi à son corps défendant. C'est-à-dire que ce n'était pas forcément un choix défini à l'avance, assumé, raisonné, et c'était parfois le seul choix possible pour échapper à la mort. C'est aussi un synonyme presque de survie. Oui, c'est tout à fait ça. C'est cette idée, voilà, encore une fois, cette idée que le mot qu'on utilise en pensant qu'il désigne une sorte d'unicité, finalement regroupe des situations tellement différentes qu'il fait toujours tort à ceux qu'il nomme, et même il les oblige à se taire. Que si on n'avait pas regroupé tous ces gens sous l'étiquette de harki, donc hommes, femmes, enfants confondus, si on n'avait pas fait de harki un synonyme de personnes ayant fait le choix de la France par amour et par fidélité, on n'aurait pas étouffé leur histoire et ils auraient probablement plus parlé. C'est un mot qui est encore assez régulièrement, si j'ai bien compris, utilisé même au niveau du gouvernement, comme étant une sorte de conspiration destinée à nuire aux Algériens et à l'Algérie. On a lu par exemple dans les journaux algériens en 2013, au moment de l'attentat qui a coûté la vie à Hervé Gourdel, que probablement les militants qui venaient, pas les militants, mais les terroristes qui venaient de prêter allégeance à Daesh étaient des descendants de harkis.
C'est une bête noire qui continue comme ça. C'est l'ogre qui va venir manger vos enfants pour le gouvernement algérien. Voilà, en tout cas, merci de nous rappeler que les mots, c'est pas seulement une affaire de littérature, c'est une affaire de définition de sens, et que c'est absolument essentiel. Oui, et de politique par extension. Merci beaucoup à tous les trois. Martin Winkler, donc auteur de ces histoires de France chez POL. On peut vous retrouver, je pense, dans quelques instants sur votre stand. C'est L'autre rive, c'est bien ça. Et donc, Alice Zeniter, L'art de perdre, aux éditions Flammarion, et Brigitte Giraud, aussi chez Flammarion, Un loup pour l'homme. Vous êtes sur le stand, c'est Hall du Livre, c'est bien cela? Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt. Merci.